Et yo tout le monde, c'est Tchfai, j'espère que tout le monde va bien. Comme chaque lundi, on se retrouve pour un creepypasta et pour faire durer le suspense. La partie 2 de Hublou va peut-être se faire en 3 parties parce qu'elle est super longue et je viens de m'en rendre compte. Ça fait 3 fois que je recommence le commentaire, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes sous votre couette avec votre copine ou votre main droite avec quelque chose à manger dans le noir pour vous mettre dans l'ambiance comme d'habitude. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, eh bien c'est simple, il faut aller la voir parce que c'est trop long à, trop long à expliquer, j'ai pas envie de vous faire un genre de résumé qui va être en plus dégueulasse et foireux. Allez la voir, c'est en description et c'est sur la chaîne. Et après, vous revenez. Vous faites pause maintenant et on se retrouve après. Donc, je vous fais des bisous pour cela. Et pour les autres, dans l'ambiance, passez une très bonne vidéo et on verra si on fait en 2 parties. Je pense que ça va être en 2 parties parce que c'est assez long. C'est parti. Commencement de Hublou, partie 2. C'est mon bébé, non pitié. J'ai dit restez en arrière, pétasse. L'agent venait d'asséner à Mrs. Jennings un violent coup de matraque dans la mâchoire. J'ai entendu son cri quand elle a reçu le coup et j'ai vu ses dents brisées tomber sur le pavé dans un cliquetis sinistre. Ils étaient tous sur elle à présent, à la rouée de coups. Ils l'ont mise à terre puis ont commencé à se relayer, martelant son dos l'un après l'autre. Elle n'avait pas cessé de supplier, de ne pas emmener son fils, mais ils ne l'entendaient pas. Ils étaient trop occupés à rire d'un rire maniaque, dément qui me rendait malade. Les infirmiers des urgences sont sortis de l'immeuble, portant Andrew sur un brancard. Ils le dirigeaient maladroitement et... à la première marche du perron, son bras a émergé du drap blanc dont on l'avait recouvert. Le brancard a tangué, et le corps d'Andrew a fini par en tomber, le vent portant le drap. Putain de junkie, essaye au moins de te tenir tranquille pendant qu'on fait notre boulot, bordel. Sur ces mots, le brancardier a donné au cadavre d'Andrew un coup de pied dans le ventre. J'ai regardé son corps se crisper et se plier sous l'impact. Le deuxième brancardier n'a pas tardé à le rejoindre, et ils ont continué à battre et à piétiner le corps sans vie d'Andrew. J'ai tenté de crier, j'ai tenté de leur hurler d'arrêter, mais quand bien même, j'avais senti mes cordes vocales vibrer, aucun son n'en était sorti. J'ai continué de regarder le spectacle alors que des infirmiers s'emparaient d'une grosse pierre dans une plate-bande fleurie. L'autre a alors fait rouler le corps sur son dos. J'ai hurlé comme jamais. Jamais je n'avais hurlé comme ça. Quand j'ai vu le rocher s'abattre sur le visage d'Andrew, le craquement m'a fait comprendre que son crâne s'était brisé. Sa tête s'est alors tournée sur le côté droit, vers moi, le visage détruit à peine reconnaissable. La fin et le commencement, docteur. Il me répétait ces mots, la mâchoire à moitié décrochée. La fin et le commencement. Et là j'ai entendu. Doux, mais fort. Petit mais impérieux, aigu comme un couteau, mais fluide comme de l'eau. Hublou. Je me suis réveillé, essoufflé, en sueur. J'ai cherché frénétiquement des mains sur la table de nuit où j'avais laissé ma lampe torche. Je l'ai allumée et je l'ai pointée d'un coin à l'autre de la pièce, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien, si ce n'est des piles de boîtes qui parsemaient ma chambre d'hôtel. J'ai allumé ma lampe de chevet pour regarder mon réveil, 4h12 du matin. Je devais me contenter de 3 heures de sommeil. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit pour y trouver mon flacon de pilule. Il était déjà à moitié vide. Je devrais bientôt me refaire une ordonnance, ce qui n'aurait pas pu mieux tomber. De toute évidence, il était temps pour moi de me remettre à nouveau en route. J'ai ouvert le pilulier et j'ai jeté 2 comprimés d'Adderall dans ma bouche, puis j'ai avalé la moitié d'un verre d'eau que j'avais laissé sur le côté. J'allais devoir commencer à préparer mes bagages dès maintenant si je voulais partir à temps, et en heure, pour trouver un nouvel hôtel. Je me suis mis debout et tiré mes jambes et mon dos, à présent que je tournais aux drogues et aux nuits courtes, je pouvais sentir mon corps se détruire peu à peu. Je suis allé prendre sur la commande la bouteille de gin entamée la veille et j'en ai avalé une longue lampée. J'ai grimacé quand la saveur a envahi ma bouche. Je n'ai jamais été un grand fan de gin, mais c'est un moyen des plus simples pour rafraîchir la laine. En me tournant pour commencer à me préparer, je me suis brièvement aperçu dans le miroir. J'avais les yeux rouges, de fatigue, surmontant des cernes noires, mes cheveux partaient dans tous les sens, en de petites touffes ébouriffées. J'avais un poil dru jusque sur les pommettes et sur le cou, qui donnait à ma barbe autrefois bien entretenue un air négligé. Bon Dieu, comment j'en suis arrivé là? Il y a seulement 6 semaines, les obsèques d'Andrew avaient eu lieu, et je n'y avais pas assisté. Une part de moi accuse le fait que je n'aurais pas pu supporter de faire face à sa mère. L'autre pense que le seul fait de revoir Andrew mort me terrifiait. La semaine précédant l'enterrement, je peinais à rester concentré sur mon travail. Je ne pouvais pas cesser de penser à ce que j'avais entendu cette nuit-là avant de m'endormir. Après une semaine, j'avais fini par le mettre sur le compte de la fatigue et de la boisson. Cela dit, je n'étais pas endormi quand c'est arrivé,
Je ne l'avais donc pas rêvé. J'avais décidé de rendre visite à Mrs. Jennings. Pour donner une conclusion aux événements, son bureau n'était pas très loin du mien pour une personne qui possédait la moitié des immeubles du comté, et je me suis dit que je méritais un jour de repos après ce que j'avais traversé. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fraîche journée de printemps. J'étais horriblement nerveux à l'université. Avant un oral, j'avais l'habitude d'apaiser ma tension avec 1 ou 2 verres. Pour me détendre, j'avais réutilisé cette technique ce matin-là, mais j'aurais probablement dû prendre un petit déjeuner un peu plus copieux avant ça. Au moment de descendre de voiture, alors que j'entrais dans l'immeuble, j'étais légèrement pompette. J'étais accueilli dans le hall par une charmante réceptionniste, elle m'a poliment redirigé vers le 3e étage. Je suis entré dans l'ascenseur avec un autre homme, et nous sommes montés ensemble. Pendant la montée, je l'ai entendu renifler, 2 fois, avant de me jeter un regard du coin. Il avait sûrement dû sentir mon haleine. Arrivé sur le palier, j'ai trouvé une fontaine à laquelle j'ai bu quelques gorgées. J'ai également mâché un chewing-gum avant de me lancer et de toquer à la porte de Mrs. Jennings. « Oh, Docteur A !» Elle semblait pas surprise de me voir. « Entrez, je vous prie. » Elle s'est écartée de la porte et m'a laissé pénétrer dans son bureau. J'ai rapidement remarqué qu'elle était en train d'empaqueter ses affaires. Le bureau était pratiquement vide à l'exception de son ordinateur et quelques papiers. « Vous déménagez ?» J'ai fait la remarque avec un petit sourire dans l'espoir de détendre l'atmosphère. « Oui. » Elle a détourné le regard de mes yeux, regardant autour d'elle pendant qu'elle m'expliquait la situation. « J'ai trouvé quelqu'un pour racheter toutes mes possessions. Il y en aurait eu pour une fortune, mais je lui ai fait un bon prix. Je vais partir en voyage, voir l'Europe. Robert et moi rêvions de ça quand il était encore de ce monde. » Eh bien, beau programme. Ayant dit ça, je me suis rapidement rendu compte que mon enthousiasme était assez inapproprié. Mrs. Jennings avait à présent du mal à cacher son chagrin. J'ai donc changé de sujet. « Mrs. Jennings, je suis terriblement désolé pour ce qui est arrivé à votre fils. C'était un jeune homme remarquable. » Ses yeux étaient humides à présent. « Oui, il l'était. » Elle sanglotait. « Et je tiens à vous remercier, docteur. Le jour où vous l'avez reçu dans votre cabinet, il m'a appelé pour me dire qu'il ne s'était pas senti aussi bien depuis des années. Merci de m'avoir rendu mon fils pour un soir, avant que je le perde à jamais. » Elle a commencé à pleurer, j'ai regardé nerveusement autour de moi et j'ai aperçu une photo. Mrs. Jennings, plus jeune, aux côtés d'un grand homme aux épaules larges, affichant un grand sourire, et Andrew, enfant, habillé avec élégance. À ses côtés était assis un Golden Retriever, qui devait être Buster. Je me suis souvenu des rêves qu'Andrew m'avait racontés et j'ai frémi à l'idée. Je me suis approché de la boîte et j'y ai pris la photo. « Ce doit être Robert sur votre droite ?» Elle a relevé la tête entre 2 sanglots et a vu la photo dans mes mains. « Oh oui, mon Robert Seigneur, qu'il était beau. Et bien sûr, il y a Andrew et son chien Buster. » Un frisson m'a parcouru l'échine, tandis qu'elle disait son nom. Quelque chose me disait que Mrs. Jennings en savait très peu, sinon rien au sujet des rêves de son fils, subissant chaque nuit. J'ai regardé dans la boîte où j'avais pris la photo et j'ai vu sur le dessus de la pile une offre pour une propriété. J'allais me retourner vers mon hôte quand quelque chose a retenu mon attention. Mrs. Jennings, je l'ai appelée sans lever les yeux du papier. « Je vous en prie, appelez-moi Gloria. Je ne me sens plus d'être appelée madame. » « Très bien, Gloria, je pensais que toutes vos possessions se trouvaient dans le Massachusetts. » Elle a marqué un moment de surprise, après une question aussi hors propos. « Oui, c'est le cas. » Elle examinait mon visage avec circonspection. « Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas pu m'empêcher de me remarquer cette offre pour une propriété en Louisiane. » Elle a semblé perdue pendant un court moment, puis le souvenir lui est revenu. « Oh oui, c'est une propriété sur laquelle Robert lorgnait. Il adorait cette maison de planteur. Honnêtement, je ne suis plus sûr de comment il l'a trouvée, cette bâtisse. En fait, quand il a commencé à se rendre là-bas régulièrement les week-ends, j'étais tout sauf sûr qu'il allait pour les affaires. Mais quand je lui ai demandé de m'y rendre avec lui, il n'y a vu aucune objection. » Elle a pris l'offre de vente et a feuilleté les pages jusqu'à se trouver une photo qu'elle m'a tendue. C'était une immense demeure ancienne, encadrée par une colonnade, la propriété délimitée par une clôture noire, les fenêtres étaient trop sombres pour voir à travers, mais il semblait y avoir un étage, et la maison était presque trop haute pour être dans le cadre. Elle paraissait un peu défraîchie, mais
Je pouvais comprendre qu'elle ait suscité l'intérêt de Robert. Elle avait le potentiel pour être un fabuleux lieu de résidence. Après avoir regardé la photo un moment, j'ai pris la parole. Et cette maison, vous la vendez aussi? Pourquoi ça, docteur? Elle n'est pas à nous, elle paraissait blessée par mes mots. Robert nous a quittés avant que nous ayons pu signer la paperasse. Quel dommage, l'endroit était merveilleux. Sans savoir pourquoi, mon cœur a un peu ralenti en entendant ça. Mais Robert se rendait souvent là-bas, peu avant son décès, c'est ça? Oui, en effet, ce qui est étrange à ce sujet, c'est qu'il avait la réputation de se décider rapidement lorsqu'il s'agissait d'acquérir une nouvelle propriété, souvent trop rapidement. Elle a gloussé. Avec celle-ci, c'était comme s'il avait eu peur de se lancer. Elle a remarqué avec quelle insistance je regardais la photo. Vous semblez intéressé, docteur? Vous souhaiteriez déménager là-bas aussi? Ou vous lancer dans l'immobilier? Eh bien, peut-être. Vous savez, ce carton plein d'informations que Robert a rassemblées au sujet de cette maison, entre autres choses, j'avais l'intention de le détruire, tout comme pas mal de documents. Donc si vous souhaitez le garder, en garder certains, tout du moins, n'hésitez pas à vous servir. J'ai mis un moment avant de bien saisir sa proposition. Oui, certainement, c'est une très bonne idée, Gloria, merci à vous. J'ai soulevé la boîte et je me suis dirigé lentement vers la porte. Dites-moi, juste par curiosité, je me suis retourné à nouveau vers elle, à qui appartenait cette maison avant? Oh, elle n'avait pas de propriétaire, à proprement parler, elle était inoccupée quand nous l'avons repérée, techniquement elle appartient à la Banque de Louisiane. Avant ça, elle servait de locaux à une école. Une école? Oui, si ce que dit la dame qui nous a fait visiter il y a longtemps de ça est vrai, il s'agissait de la première école dans tout l'État dont tout le personnel était noir. Je suis resté immobile, intrigué, la situation était vraiment étrange. Pourquoi Robert voulait acheter une ancienne école en Louisiane? Pourquoi celle-là en particulier? Et pourquoi avoir tant d'hésitation à sauter le pas? Alors que je m'apprêtais à prendre congé, j'ai entendu Mrs. Jennings m'interpeller de derrière. Oh, et une dernière chose, docteur. Oui? Je ne vais pas vous demander vos raisons, bien que j'ai mon idée là-dessus, mais si vous avez l'intention de boire avant de sortir, buvez du gin. J'étais surpris. Je vous demande pardon. Du gin, docteur. L'odeur est moins repérable. C'est ce que faisait Robert. Je suis sorti du bâtiment un peu dans le vague, comme si tout ce que je venais de vivre n'était qu'un rêve. Je suis retourné chez moi sans détour et je me suis mis à consulter la paperasse de Robert. C'était assez compliqué de prime abord. Je n'étais pas familier avec les documents immobiliers et je ne comprenais pas vraiment ce que je regardais, mais au bout d'une heure à patauger, j'ai fini par prendre le coup. J'ai trié les papiers sur la table de la salle à manger. Le document en rapport avec la maison formait une grosse pile. Apparemment, la maison appartenait à l'origine dans les années 1800 à une famille extrêmement fortunée, une des premières à avoir pris possession des terres quand nous avons acheté la Louisiane aux Français. Je n'ai pas pu trouver quand la demeure est devenue une école, mais il semble que la Banque de Louisiane n'ait pas mis la main dessus avant les années 60. J'ai jeté un œil aux deux autres piles que j'avais constituées. L'une d'entre elles contenait des notes de Robert sans rapport avec la maison, l'autre, tout le reste. J'ai entrepris de remettre les papiers de la troisième pile un à un dans la boîte. Arrivé à la moitié, je suis tombé sur une pochette de Kraft d'aspect usé. Je l'ai ouverte et j'ai sorti les documents qu'elle contenait. J'ai parcouru les premières pages. C'était encore des contrats de location pour des propriétés dans le Massachusetts. J'allais tout remettre dans la boîte quand j'ai remarqué une série de nombres inscrits sur le coin d'un des contrats. 12, 4, 21. J'ai séparé le document des autres. C'était un bail pour un studio à Cambridge. En regardant le document avec plus d'attention, j'ai aperçu un talon de chèque graffé au dos. La somme à régler s'élevait à 180 000 $, adressé au cartel immobilier de Cambridge. Il avait loué cet appartement à son propre nom pendant 10 ans. J'ai trouvé ça étrange. Pourquoi un des plus gros propriétaires de l'État irait louer une possession à un concurrent? En lâchant l'enveloppe sur la table, j'ai entendu un tintement métallique. Je l'ai donc reprise et l'ai inclinée pour faire descendre ce qu'elle contenait. C'est une clé qui est tombée de ma main, apparemment E335. Gravé dessus, je suis revenu au contrat de location et bien évidemment l'adresse de l'appartement correspondait 375 Broadway Street, appartement E335, Cambridge, Massachusetts.
Je suis resté figé un moment, puis j'ai résolument empoigné mon manteau. Je ne pourrais pas dire pourquoi j'ai ressenti ce violent besoin de m'y rendre de suite, mais tout ça passait bien trop anormal pour que je l'ignore. Mon instinct m'a dit d'y aller, de ce pas, et je lui ai fait confiance. J'ai atteint l'immeuble assez rapidement et j'ai bondi sur les marches du perron. La porte d'entrée était fermée, j'ai tenté avec la clé. Elle s'insérait parfaitement, j'ai tourné sans difficulté, j'ai senti mes nerfs se tendre. J'ai pénétré dans le hall et j'ai repéré l'étage sur la boîte aux lettres. J'ai monté les marches, 4 à 4, jusqu'à atteindre le 3e étage, et comme prévu, la porte de l'appartement E335 était juste devant moi. C'était comme si le temps s'était arrêté. Je suis resté immobile, fixant la porte du regard sans rien faire. Ce matin encore, je cherchais juste à conclure cette histoire, et à présent, je fouillais dans des archives d'un mort, et je partais sur ses traces. Pour qui je fais ça ? Moi, Robert, Andrew, j'ai chassé ces pensées de mon esprit. C'était mon jour de congé, je ne faisais que passer mon temps en jouant au détective finalement. J'ai inséré la clé dans la serrure et j'ai tourné la poignée. La porte s'est ouverte et je me suis trouvé en face d'une pièce unique. C'était un studio typique, kitchenette et salle de bain rassemblées dans un grand espace, mais il n'y avait aucun meuble. La chambre était complètement vide, les murs à nu, seul se tenait sur le sol au centre de la pièce un coffre-fort. Je me suis lentement approché du coffre et j'ai posé ma main dessus. Le métal était froid, j'ai essayé de le déplacer, mais il était incroyablement lourd. Les parois devaient être épaisses, je me suis arrêté un moment, considérant l'étrangeté de la situation, puis je me suis mis à genoux et sans grande conviction, j'ai entré la combinaison 12, 4, 21. J'ai entendu le mécanisme s'enclencher et mon cœur s'est emballé. Lentement, j'ai ouvert la porte du coffre. Au fond se trouvaient 2 volumes. J'ai pris le premier et lu la couverture. Journal personnel de Robert A. Jennings. Mes mains tremblaient. J'ai pris le second volume et je l'ai feuilleté. C'était écrit dans un langage étrange que je n'avais jamais rencontré auparavant. À la première page, juste derrière la couverture, était glissé un morceau de papier plié. Je l'ai ouvert et ce qu'il contenait m'a noué l'estomac. C'était presque une copie conforme du dessin qu'Andrew avait exécuté à mon cabinet. En noir et blanc, ses yeux sombres scrutant mon existence, se tenait ce terrible monstre, Oublou. Je ne sais plus ce que j'ai fait en premier, refermer sèchement le livre ou me relever pour m'empresser de partir. C'est le moment où, sans vraiment savoir pourquoi, je me suis subitement dit que je n'avais rien à faire ici. Je n'étais pas supposé trouver toutes ces choses. Les 2 livres dans les bras, j'ai couru hors de la pièce, sans même fermer la porte derrière moi. Je suis allé directement à ma voiture, j'ai jeté les volumes sur les sièges arrière et je suis rentré chez moi sans détour, sans jamais arrêter de jeter des coups d'œil derrière mon épaule. J'ai sprinté de ma voiture à la porte d'entrée, je suis allé à la cuisine et j'ai lâché les indices sur la table. Je me suis immédiatement mis à feuilleter celui écrit dans la langue inconnue. Il paraissait incroyablement ancien et il était richement illustré. J'étais arrivé vers la moitié quand je suis tombé sur une illustration pleine page, représentant ce qui semblerait être Oublou, grossièrement dessiné. J'ai consulté frénétiquement les pages restantes, mais les comprendre paraissait totalement inenvisageable. J'ai mis ce premier volume de côté pour m'emparer du journal de Robert. Mon nom est Robert A. Jennings, et durant les 12 derniers mois, j'ai été affecté par des rencontres répétées dans mes rêves avec une entité que j'appellerais Oublou. Je suis conscient des réactions que peut susciter une telle affirmation, mais tout ce qui est rapporté dans ces pages doit être considéré avec un sérieux absolu. Je crains en effet de ne plus être très longtemps dans ce monde. Je ne pouvais pas croire ce que j'avais sous les yeux, ça devait être un rêve, c'était pas possible, un rêve vraiment tordu. Dans les pages qui suivaient, Robert décrivait par le menu les rêves qu'Oublou lui faisait subir, bloqué au sol, tandis que son fils sautait d'un immeuble pour finir par s'écraser sur le trottoir juste devant lui, encore et encore, forcé à regarder sa femme, le tromper avec ses voisins, son fils filmant leurs ébats avant de le battre à mort, sous les rires de son épouse, voir ses parents brûler vifs dans un incendie, les pompiers trop occupés à battre sa femme pour leur porter secours, des choses horribles. Comment un homme avait pu survivre si longtemps en subissant chaque nuit cette torture ? Je l'ignore. J'ai passé rapidement les pages suivantes, jusqu'à arriver dans la zone qu'il n'avait pas encore noircie. J'ai marqué un arrêt au moment d'arriver aux premières pages blanches, considéré avec gravité que Robert n'avait pas survécu assez longtemps pour en remplir davantage. Lentement, j'ai reculé de quelques pages pour trouver l'ultime entrée de son journal.
À l'instant où j'ai lu ces mots, j'ai lâché le livre comme s'il en était en flammes et j'ai reculé quelques pas, en le fixant avec horreur. La fin et le commencement. J'ai marché de long en large dans la pièce, réfléchissant intensément à tout ce qui s'était passé. C'est alors que j'ai entendu un bruit dans la cuisine. J'y suis entré pour voir ce que c'était et juste à ce moment, j'ai senti une douleur violente à l'arrière de la tête. Je suis tombé face la première sur le sol avec la sensation qu'on venait de me briser le crâne. « Regarde chérie, il est rentré. » C'était une voix que je ne connaissais pas. Une paire de bottes noires est arrivée juste à côté de mon visage et m'a tapé doucement sur le front. « Allez, on se réveille, Doc. » Du sol, j'avais du mal à bien évaluer la situation. Il y avait les pieds de cet homme chaussé de bottes noires et l'autre bout de la cuisine se tenait un autre homme, entièrement vêtu de noir avec des lunettes de ski. « Pitié, docteur, aidez-moi. La ferme, salope, il peut rien pour toi. » C'est la réponse qu'il lui a donnée tout en lui donnant un coup de crosse sur la tempe. Elle s'est mise à pleurer. Ma vision s'est éclaircie et finalement j'ai reconnu la femme. C'était Andrea, ma réceptionniste. J'ai crié son nom, mais immédiatement mon agresseur m'a calmé d'un coup de pied dans la ventre. « T'as pas dû bien entendre, mon pote. Tu peux rien faire pour elle. » Il me regardait de haut pendant que j'étais plié de douleur. Il a reculé d'un pas et a abattu son pied droit sur ma rotule. La douleur m'a inondé instantanément. J'ai crié, tentant d'empoigner ma jambe, mais il a fait suivre son coup immédiatement par un autre, encore plus violent. « Pitié, docteur, pitié, à l'aide, ils vont me tuer !» Andrea continuait de supplier à l'autre bout de la pièce. « Je t'ai dit de la fermer, salope !» La crosse de l'arme a claqué encore et encore contre son crâne. Je l'ai entendu sangloter. « Exactement, poupée. » Le premier agresseur avait pris la parole. « On va te tuer, mais d'abord, on va te faire bien mal et ensuite on va s'amuser un peu. »« Non, pitié, arrêtez !» J'ai levé les yeux juste à temps pour entrevoir un coup de feu. J'ai entendu le hurlement d'Andrea et à ce moment, comme naissant de tout ce vacarme, j'ai entendu le cri retentir juste derrière moi. « Oublou !» Je me suis réveillé dans la pénombre, hurlant de terreur, ma gorge me faisait mal et ma chemise était trempée de sueur. J'ai commencé à paniquer, je me suis rendu compte que j'étais assis à la table de la salle à manger et je me suis précipité sur l'interrupteur. La lumière a inondé la pièce, il n'y avait rien, personne, pas de bruit, personne dans la cuisine. D'un coup, ça m'est revenu. Comment j'avais pu m'endormir sans m'en rendre compte ? Après avoir lu ces mots dans le journal de Robert, je m'étais rassis et je consultais de nouveau les contrats de location qui étaient présentement tous étalés devant moi. J'avais dû m'endormir pendant la tâche, mais pourquoi je me rappelais pas m'être assis ? Et puis je me suis rappelé de ma conversation avec Andrew. Comment Oublou avait découvert qu'il pouvait le faire souffrir bien plus pendant un micro-sommeil. L'efficacité avec laquelle il s'emparait de ses rêves quand il baissait le regard. J'étais tellement pris dans mes pensées que je réalisais mal ce qui venait de m'arriver. Mais quand l'évidence s'est imposée, j'en ai eu des nausées. Ça ne pouvait pas m'arriver. Pas à moi. Ça ne pouvait pas être réel. J'ai tout fait pour chasser cette pensée de mon esprit, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais tout simplement pas. Oublou contrôlait mes rêves maintenant. J'ai rendu mon déjeuner sur la table, tout ça arrivait trop vite. J'ai regardé frénétiquement autour de moi, je devais faire mes valises. Je devais sortir d'ici, peut-être que si je fuyais, il serait forcé de me poursuivre. Ça méritait d'être tenté. Je suis entré dans ma chambre et commencé à rassembler mes affaires, j'ai récupéré mon bloc d'ordonnances dans ma mallette, j'allais certainement en avoir besoin. J'ai jeté en vrac tout ce que j'avais dans ma valise, avant de réaliser que je n'avais même pas une seule idée où je devais aller. Puis ça m'a frappé, la Louisiane. J'allais prendre l'avion pour la Louisiane. C'est l'idée qui m'a guidé pendant que je rassemblais mes affaires. Mais à mesure, j'ai fini par y mettre un bémol. Je n'arrivais pas à me persuader que j'allais me rendre à cette maison pour poursuivre les travaux de Robert. Je ne pouvais pas encore, j'en savais trop peu. J'allais y aller en voiture, j'allais me faire mes étapes dans des hôtels et avancer dans mes recherches pendant ces arrêts, relire le journal de Robert, découvrir la clé pour comprendre le vieil ouvrage. Trouver cette maison que Robert voulait acquérir. J'avais trop à faire pour me contenter d'un vol vers la Louisiane. Je devais apprendre à étudier tout ce que mon prédécesseur avait écrit et essayer d'y trouver l'espoir d'en finir avec Oublou. Et j'en suis là, 6 semaines après. Prêt à faire de nouvelles étapes. Je traînais mon sac derrière moi alors que je m'approchais de la réception de l'hôtel que je m'apprêtais à quitter. « Vous nous quittez déjà, monsieur Habien ?» m'a interrogé la fille derrière le comptoir. J'ai souri. Ouais, je regrette, mais faut que je me remette en route maintenant.
Eh bien, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je me sens toujours plus en sécurité quand un médecin séjourne avec nous. Elle m'a répondu avec son sourire. J'ai fait mes adieux avant de franchir la porte. 7h01. Parfait. Je serai dans le Mississippi dans la soirée, je trouverai un endroit où dormir, puis avec un peu de chance, je pourrai parler un peu à Ellie s'il accepte de rester debout aussi tard. Tout semblait aller bien. J'ai relevé les yeux de ma montre, je me suis figé. Il a disparu dans l'instant. Mais je sais que je l'ai vu. Je jure que j'ai vu. Juste avant qu'il disparaisse au coin de la rue, posté derrière le mur, sa tête grise, la peau luisante, et ses yeux noirs vides. Son long groin s'est balancé légèrement alors qu'il reculait. Je suis resté là, immobile, mon sac à la main, attendant de me réveiller. Mais je n'étais pas endormi. Ok, oh putain, alors super long creepypasta, mais encore une fois, super intéressant. Donc pour ceux qui ont vu la partie 1, voilà, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez lu la 1. Et je vais vous demander, comme la dernière fois, 1000 likes pour la partie 3, même si elle n'est pas encore sortie. Mais j'espère, je vous dis une partie 3, mais je suis même pas au courant. Mais j'espère vraiment qu'il y a une partie 3, puisque là, théoriquement, il doit se barrer en Louisiane pour continuer ses recherches. C'est pas possible que ça s'arrête là-dessus. Donc là, finalement, je voulais vous faire cette partie 2 en 2 parties, mais vous l'avez en une seule, vous avez grave de la chance. Mais la partie 3, je vais checker tous les jours, voir si elle sort. Et dès qu'elle sort, je vous le sortirai un lundi, ou alors je vous le sortirai peut-être en exclusivité un mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Parce que franchement, c'est ouf. Et moi aussi, j'ai envie de savoir la suite. Donc attendez-vous à n'importe quel jour, même si c'est pas un lundi, de vous taper la partie 3 de Doublou, s'il y en a une, bien évidemment. J'espère que cette partie 2 vous a plu. On avance un petit peu dans l'histoire, on voit qu'il a atteint du coup du syndrome Doublou, qui commence à faire ses recherches, qui rentre dans un système d'enquête, et que là il va commencer à partir en Louisiane. Et à mon avis, la clé de ce Doublou réside tout simplement dans l'ancienne école. Le truc qui a l'air un peu glauque. Donc on verra ce qui se passera là-dedans. En tout cas, moi j'ai hâte. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tous les réseaux sociaux en description. Merci à tous d'être là et de me suivre. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.